Le jour où la crise de conversion silencieuse en Espagne s'est généralisée, c'était un mardi de la fin mars, ce qui n'avait rien d'extraordinaire à première vue. Le ministère de l'Intérieur de Sich a publié son rapport annuel sur l'appartenance religieuse, et enfoui à la page 47 se trouvait une statistique qui aurait dû sonner l'alarme chez tous les Européens. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le nombre de siars s'identifiant comme musulmans avait dépassé celui de ceux assistant à la messe catholique sur une base hebdomadaire. Pas à Ceuta ou Melilla, ces enclaves nord-africaines où l'islam a toujours fait partie du tissu social, mais au cœur de la vieille Castille. À Burgos. À Valladolid. Dans les villes mêmes où la Reconquista a été remportée, où le dernier roi mort a rendu Grenade en 1492, où l'Inquisition a autrefois brûlé les hérétiques sur le bûcher. Les médias, bien entendu, l'ont à peine remarqué. Quelques articles superficiels dans El País et EBC l'ont présenté comme une curiosité, une note de bas de page dans la dérive laïque plus large de l'Espagne. Le gouvernement, toujours soucieux d'éviter toute controverse, a rejeté cette situation comme une anomalie statistique. Un incident temporaire, a déclaré le ministre de la Justice, rien qui laisse présager une tendance plus large. Mais j'étudie les modèles de conversion religieuse en Occident depuis plus de 2 décennies, et je peux vous dire que lorsque la foi fondamentale d'une civilisation commence à perdre du terrain face à son rival historique dans ses propres bastions culturels, ce n'est pas un accident. C'est un changement tectonique. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de l'Espagne, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que l'establishment Sich et par extension, la classe politique européenne au sens large veut que vous acceptiez est réconfortante. L'attrait croissant de l'islam parmi les siars d'origine est, disent-ils, un phénomène marginal, motivé par une poignée de gauchistes mécontents, de chercheurs spirituels et de célébrités occasionnelles converties. Les données, souligne-t-il, montrent toujours le catholicisme comme la religion dominante en Espagne, avec 55% de la population s'identifiant comme catholique dans la dernière enquête de la CEI. Seuls 4,4% s'identifient comme musulmans, un chiffre qui inclut les immigrés et leurs descendants. Le taux de conversion ? Négligeable. Quelques centaines par an, peut-être un millier tout au plus. Ce n'est guère une révolution. La ligne du gouvernement est que tout cela fait partie de la saine laïcisation de l'Espagne. Les jeunes quittent l'Église, certes, mais ils ne la remplacent pas par l'islam, ils deviennent athées, agnostiques ou aucun. Selon eux, la montée de l'identification musulmane est presque entièrement due à l'immigration en provenance du Maroc, d'Algérie et du Pakistan, et non aux conversions autochtones. Et même si quelques siars se convertissent, c'est pour des raisons personnelles, mariage, curiosité, recherche de sens dans un monde post-catholique. Rien à craindre. Après tout, l'Espagne a une longue histoire de coexistence religieuse. La convivencia d'Al-Andalus est toujours enseignée dans les écoles comme un âge d'or de tolérance. Pourquoi devrait-il en être autrement aujourd'hui ? Les médias font écho à ce récit. Lorsque la conversion d'un célèbre danseur de flamenco à l'islam a fait la une des journaux l'année dernière, la couverture médiatique était, comme on pouvait s'y attendre, superficielle. Un voyage personnel, disaient les articles. Un réveil spirituel. Personne ne s'est demandé pourquoi un homme né et élevé à Séville, fille d'une mère catholique et d'un père socialiste, choisirait l'islam plutôt que l'humanisme laïque qui domine la vie intellectuelle de Sich. Personne n'a fait le lien entre cela et le nombre croissant de femmes siches se convertissant à l'islam en Catalogne, l'essor des boucheries halal à Salamanque, le fait que la plus grande mosquée de Madrid est désormais financée par l'Arabie Saoudite et non par l'État siche. Mais voici le problème, ce n'est pas seulement faux. C'est dangereusement incomplet. Déconstruire ce qui se passe réellement, commençons par les données. Les chiffres du gouvernement Sich montrent que même si seulement 4,4% de la population s'identifie comme musulmane, ce chiffre a augmenté à un taux annuel de 7% depuis 2010. Il ne s'agit pas d'une croissance linéaire, mais exponentielle. Et ce n'est pas seulement une question d'immigration. Une étude réalisée en 2022 par le Real Instituto Elcano a révélé que les convertis natifs siches représentent désormais près de 20% de la population musulmane espagnole, contre seulement 5% en 2000. Cela représente une multiplication par 4 en 2 décennies. En termes absolus, cela signifie qu'il y a aujourd'hui entre 150 000 et 200 000 musulmans nés à Sich dans le pays.
Et voilà, la majorité d'entre eux ont moins de 40 ans. Il ne s'agit pas d'une génération mourante accrochée à la tradition. C'est un mouvement de jeunesse. Or, pourquoi les jeunes siares élevés dans une société où l'Église est en déclin constant depuis un demi-siècle choisiraient-ils l'islam? Le récit officiel voudrait faire croire qu'il s'agit avant tout d'une spiritualité personnelle, d'un rejet des scandales de l'Église ou de l'attrait de la simplicité de l'islam. Mais cela ne résiste pas à un examen minutieux. S'il s'agissait simplement de rejeter le catholicisme, pourquoi ne deviendrait-il pas protestant, ou bouddhiste, ou rien du tout? Pourquoi l'islam spécifiquement? Voici ce qui se passe réellement. Il y a d'abord le vide culturel. La sécularisation de l'Espagne après Franco ne consistait pas seulement à rejeter l'Église, mais aussi à rejeter la tradition elle-même. La gauche, qui domine la politique de Sich depuis les années 1980, a passé des décennies à démanteler l'identité catholique du pays au nom du progrès. Ils ont légalisé le divorce, l'avortement et le mariage homosexuel. Ils ont retiré les crucifix des écoles et ont privé l'Église de son influence. Mais ils ne l'ont jamais remplacé par quoi que ce soit. Le résultat? Une génération de siares qui a grandi sans ancrage culturel ni spirituel. L'islam, avec ses règles claires, son sens de la communauté et son rejet sans réserve de la décadence occidentale, offre au catholicisme quelque chose qui n'est plus une contre-culture. Deuxièmement, il y a la dimension géopolitique. Les relations de l'Espagne avec le monde musulman ont toujours été compliquées, mais au cours des 2 dernières décennies, elles sont devenues carrément stratégiques. Le Maroc, voisin méridional de l'Espagne, joue un jeu de longue haleine. Rabat ne veut pas seulement contrôler les flux migratoires ou sécuriser les droits de pêche, il veut réaffirmer son influence sur la péninsule ibérique. Et il utilise l'islam comme outil. Le gouvernement marocain finance des mosquées, envoie des imams et offre des bourses aux convertis de Sich pour étudier à Fès et à Rabat. Il ne s'agit pas seulement de religion, mais aussi de soft power. Le Maroc sait que s'il parvient à former une génération de musulmans siches, il gagnera en influence sur Madrid. Et Madrid, désespéré d'éviter une nouvelle crise à Ceuta et Melilla, laisse faire. Troisièmement, il y a l'aspect économique. L'économie espagnole stagne depuis des années. Le chômage des jeunes oscille autour de 30%. L'État-providence s'effondre. Pour de nombreux jeunes siares, l'islam n'est pas seulement un choix spirituel, c'est un choix pratique. Les États du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, investissent de l'argent dans les communautés musulmanes d'Espagne. Ils financent des bourses d'études, des créations d'entreprises et même des logements pour les convertis. Dans un pays où un trentenaire moyen vit encore avec ses parents, la promesse d'un soutien financier de la part d'un riche mécène étranger est un puissant incitatif. Et puis il y a la politique identitaire. La gauche espagnole a passé des années à dire à sa jeunesse que son pays est intrinsèquement oppressif et que son histoire est marquée par le colonialisme, le fascisme et le patriarcat. Pour une génération élevée dans ce récit, la conversion à l'islam peut ressembler à un acte radical de décolonisation. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit également du rejet de l'Occident lui-même. Et dans un pays où l'extrême droite est en pleine résurgence, où Vox est désormais le 3e parti au Parlement, l'islam offre un moyen de signaler son opposition au courant politique dominant. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir une république islamique. Ce n'est pas ainsi que ces choses fonctionnent. Mais ce à quoi nous assistons, ce sont les premiers stades d'un réalignement culturel, qui pourrait avoir de profondes conséquences géopolitiques. La géopolitique, pourquoi cela est important pour les grandes puissances, c'est ici que cela devient intéressant. Le réveil islamique tranquille en Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est une ligne de fracture géopolitique. Et les grandes puissances se positionnent déjà pour l'exploiter. Commençons par le Maroc. Pour Rabat, la population musulmane croissante en Espagne constitue un atout stratégique. Le Maroc s'est longtemps considéré comme l'héritier légitime d'Al-Andalus, le royaume islamique médiéval qui régnait autrefois sur la péninsule ibérique. La monarchie marocaine n'a jamais officiellement renoncé à ses revendications sur Ceuta et Melilla, et elle utilise la migration, l'énergie et maintenant la religion pour faire pression sur l'Espagne afin qu'elle fasse des concessions. En cultivant une minorité musulmane en Espagne, le Maroc crée une 5e colonne, une communauté qui, bien que fidèle à l'Espagne en théorie,
a des liens culturels et économiques avec Rabat. Si le Maroc décide un jour de faire pression pour le retour de Ceuta et Melilla, avoir une population sympathique en Espagne pourrait changer la donne. Il y a ensuite l'Arabie Saoudite et les États du Golfe. Depuis des décennies, Riyad exporte sa forme d'islam, le wahhabisme, en Europe, finançant des mosquées et des centres islamiques en échange d'une influence politique. L'Espagne ne fait pas exception. La mosquée du roi Abdulaziz de Madrid, la plus grande du pays, est financée par l'Arabie Saoudite. Il en va de même pour des dizaines de petites mosquées en Andalousie et en Catalogne. Les Saoudiens ne se contentent pas de propager la religion, ils propagent leur vision du monde. Et dans un pays où le gouvernement est déjà faible, où l'extrême droite se développe et où la gauche est de plus en plus anti-occidentale, l'influence saoudienne pourrait faire pencher la balance de manière imprévisible. Maintenant, quelle est la place des États-Unis dans tout cela ? Washington considère traditionnellement l'Espagne comme un allié fiable au sein de l'OTAN, un pont entre l'Europe et l'Amérique latine et un rempart contre l'influence russe et chinoise en Méditerranée. Mais la population musulmane croissante en Espagne complique la situation. Les États-Unis ont passé les 20 dernières années à lutter contre l'extrémisme islamique au Moyen-Orient. La dernière chose qu'ils souhaitent, c'est une nouvelle façade dans son propre jardin. Et pourtant, l'administration Biden s'est montrée remarquablement silencieuse face à la dérive islamique de l'Espagne. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont distraits. Entre l'Ukraine, Taïwan et le Moyen-Orient, l'Espagne n'est qu'une faible priorité. Et parce que les États-Unis ont leurs propres problèmes de radicalisation intérieure, voyez la montée de « l'Alliance rouge-vert » dans la politique américaine, où gauchistes et islamistes trouvent une cause commune dans la rhétorique anti-occidentale. Ensuite, il y a la Russie et la Chine. Moscou et Pékin n'ont pas les mêmes liens culturels avec l'Espagne que le Maroc et l'Arabie Saoudite, mais ils ne restent pas à l'écart. La Russie, en particulier, courtise les communautés musulmanes d'Espagne par le biais de ses médias d'État comme RT et Sputnik. Le message ? L'Occident est en déclin. L'islam est l'avenir. Et la Russie, avec son histoire de coexistence orthodoxe musulmane, est un allié naturel. C'est un jeu subtil, mais efficace. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître, la Russie pourrait l'utiliser comme un levier pour saper la cohésion de l'OTAN. La Chine, quant à elle, considère l'Espagne comme une porte d'entrée vers l'Europe. Pékin a investi massivement dans les infrastructures de Sich, des ports aux énergies renouvelables. Et même si la Chine ne dispose pas du même levier religieux que l'Arabie Saoudite ou le Maroc, elle dispose néanmoins d'un levier économique. Si les communautés musulmanes d'Espagne deviennent plus actives politiquement, la Chine pourrait utiliser ses liens économiques pour les coopter, en leur proposant des accords commerciaux, des investissements et un soutien politique en échange de leur loyauté. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un pion dans un grand jeu géopolitique. Mais le fait que les grandes puissances se positionnent déjà autour de cette question vous dit tout ce qu'il faut savoir sur sa signification. Le militaire et le stratégique, un nouveau front dans les guerres culturelles, c'est là que ça devient inconfortable. La dérive islamique en Espagne n'est pas seulement une question culturelle ou politique, c'est une question de sécurité nationale. Et l'Occident n'y est pas préparé. Commençons par le terrorisme. L'Espagne a eu de la chance jusqu'à présent. Contrairement à la France ou à la Belgique, elle n'a pas connu d'attaque islamiste majeure depuis des années. Mais cela pourrait changer. Plus les Siars se convertissent à l'islam, plus le pays devient vulnérable à la radicalisation. Et il ne s'agit pas seulement d'ISIS ou d'Al-Qaïda. La véritable menace est locale. Un converti à Sich, radicalisé en ligne, sans casier judiciaire et avec un Sich parfait, c'est le genre de menace qui empêche les responsables de la lutte contre le terrorisme de dormir la nuit. Ensuite, il y a la dimension militaire. L'Espagne est un membre clé de l'OTAN, abritant des bases américaines comme Rota, qui héberge le système de défense antimissile Aegis. Si la population musulmane espagnole devient plus active politiquement, cela pourrait créer des pressions pour limiter la présence militaire américaine. Nous l'avons déjà vu en Turquie, où le gouvernement islamiste d'Erdogan a utilisé sa population musulmane comme levier contre l'OTAN. L'Espagne pourrait-elle suivre le même chemin ? Peu probable à court terme, mais pas impossible à long terme. Et n'oublions pas les ambitions territoriales du Maroc.
Ceuta et Melilla sont des villes siches situées sur le sol africain et le Maroc n'a jamais accepté leur statut. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître, Rabat pourrait s'en servir comme prétexte pour une nouvelle initiative visant à la reconquérir. Et si cela se produisait, l'Espagne serait obligée de choisir entre défendre son territoire et risquer une réaction négative de la part de sa minorité musulmane. C'est un scénario perdant-perdant. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, c'est alarmiste. L'Espagne est une démocratie stable. Elle ne va pas tomber aux mains de l'islamisme. Et vous avez raison, l'Espagne ne deviendra pas l'Afghanistan. Mais ce n'est pas le cas. Le fait est que même un petit changement dans le paysage culturel et politique espagnol pourrait avoir des conséquences géopolitiques démesurées. Et l'Occident n'y prête pas attention. La politique intérieure, pourquoi personne ne veut en parler alors pourquoi personne en Espagne n'en parle? Pourquoi le gouvernement le minimise-t-il? Pourquoi les médias l'ignorent-ils? La réponse est politique. La classe politique espagnole est profondément divisée. À droite, vous avez Vox, qui a fait de l'islamophobie un élément central de sa plateforme. Le leader de Vox, Santiago Abascal, a mis en garde contre un grand remplacement et a appelé à une nouvelle reconquista. Mais la rhétorique de Vox est si extrême qu'elle aliène même les conservateurs modérés. Le Partido Popular, de centre droit, ne veut pas aborder le sujet avec une perche de 10 pieds. Ils savent que s'ils commencent à parler de l'islam, ils seront accusés de racisme et ils perdront le soutien de l'élite économique espagnole, qui dépend de la main-d'œuvre marocaine et des investissements du Golfe. À gauche, la situation est encore pire. La gauche siche a passé des décennies à cultiver une alliance avec les communautés musulmanes, les considérant comme des alliés naturels dans la lutte contre l'extrême droite. Podemos, le parti d'extrême gauche, a même formé des coalitions avec des organisations dirigées par des musulmans. La dernière chose que souhaite la gauche, c'est un débat sur l'influence croissante de l'islam, cela l'obligerait à choisir entre ses valeurs progressistes et sa base politique. Et puis il y a le lobby des entreprises. L'économie espagnole dépend fortement du tourisme et les États du Golfe comptent parmi les plus gros dépensiers. La dernière chose que le gouvernement souhaite, c'est offenser l'Arabie saoudite ou le Qatar. Il en va de même pour le Maroc, qui contrôle l'approvisionnement énergétique de l'Espagne. Si l'Espagne commence à sévir contre l'influence islamique, Rabat pourrait riposter en coupant les exportations de gaz ou en inondant l'Espagne de migrants. Alors qu'obtient-on lorsque l'on combine lâcheté politique, dépendance économique et angles morts idéologiques? Un pays somnambule dans une transformation culturelle qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas contrôler. Scénario où cela nous mène. Alors, où cela nous mène-t-il? Regardons les possibilités. Scénario 1, le meilleur résultat dans ce scénario, la dérive islamique en Espagne reste un phénomène marginal. Le gouvernement met en œuvre des politiques visant à intégrer les communautés musulmanes sans aliéner la population dans son ensemble. Il réprime le financement étranger des mosquées, promeut un islam modéré et garantit que la conversion est un choix personnel et non un outil géopolitique. La gauche et la droite trouvent le moyen de parler de ce sujet sans se diaboliser. L'Espagne reste une démocratie stable et laïque, et la population musulmane n'est qu'un élément supplémentaire de son tissu multiculturel. C'est le résultat que tout le monde prétend souhaiter. Mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi? Parce que cela nécessite du courage politique, des sacrifices économiques et un niveau d'unité nationale que l'Espagne n'a pas connu depuis des décennies. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, la dérive islamique en Espagne se poursuit, mais lentement. La population musulmane augmente, mais pas suffisamment pour remettre en cause l'identité catholique du pays. Au lieu de cela, il devient une minorité permanente, dotée de ses propres partis politiques, médias et institutions culturelles. L'Espagne devient une société, à deux vitesses, une société dans laquelle musulmans et non-musulmans coexistent, mais ne s'intègrent jamais complètement. Le gouvernement essaie de gérer la situation, mais il est toujours à une crise d'une réaction violente. Un attentat terroriste, une dispute diplomatique avec le Maroc ou une réaction d'extrême droite pourrait plonger le pays dans le chaos. C'est le scénario que nous observons déjà en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'une lente érosion de la cohésion sociale. Et c'est l'issue la plus probable pour l'Espagne.
Scénario 3, le pire des cas dans ce scénario, la dérive islamique en Espagne s'accélère. La population musulmane croît rapidement, alimentée par les conversions, l'immigration et des taux de natalité élevés. La gauche continue de courtiser les électeurs musulmans, tandis que la droite répond par des mesures de plus en plus autoritaires. Le pays devient polarisé, chaque camp accusant l'autre de trahir l'identité espagnole. Le Maroc et les États du Golfe accroissent leur influence en utilisant leurs leviers économiques pour façonner la politique de Sisi. Les États-Unis et l'OTAN commencent à considérer l'Espagne comme un handicap plutôt que comme un allié. Et dans le pire des cas, l'Espagne devient un État en faillite, un pays où le gouvernement est trop faible pour contrôler son propre territoire et où les puissances étrangères se disputent l'influence. C'est le scénario dont personne ne veut parler. Mais ce n'est pas impossible. Et si l'Espagne ne se réveille pas bientôt, cela pourrait devenir une réalité. Grande stratégie, le défaut fatal de l'Occident. La dérive islamique de l'Espagne n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus vaste. L'Occident, et en particulier les États-Unis, a passé les 30 dernières années à tenter d'imposer ses valeurs libérales au reste du monde. Il a mené des guerres au nom de la démocratie, encouragé un changement de régime au nom des droits de l'homme et donné des leçons à d'autres pays sur la manière de gérer leur société. Et qu'est-ce que cela a apporté en retour? Un monde plus instable, plus divisé et plus hostile aux intérêts occidentaux que jamais. Les États-Unis partent du principe que la démocratie libérale est le point final de l'histoire de l'humanité, que si l'on se contente d'éliminer les méchants, les gentils prendront naturellement le relais. Mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. L'Occident est en déclin, non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause de sa propre orgueil. Il essaie de maintenir un. Si l'on impose un ordre mondial par la force, il perd ce qu'il prétend défendre, sa propre cohérence culturelle et stratégique. L'Espagne n'est qu'un exemple de ce démembrement plus vaste, mais il est particulièrement instructif car il révèle le défaut fatal de l'Occident dans la croyance selon laquelle on peut déconstruire l'identité d'une civilisation sans conséquence. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique intérieure. La dérive islamique en Espagne a de graves implications géopolitiques et militaires, et elle commence déjà à se matérialiser. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour l'Alliance occidentale au sens large. Il y a d'abord la question de l'OTAN. L'Espagne est un membre fiable de l'Alliance depuis 1982, abritant des installations militaires américaines clés comme la base navale de Rota, essentielle à la défense antimissile et à la projection de puissance en Méditerranée et en Afrique du Nord. Mais que se passe-t-il lorsque la stabilité interne d'un membre de l'OTAN devient un point d'interrogation? Les États-Unis ont déjà dû faire face à des dilemmes similaires avec la Turquie, où les tendances islamistes d'Erdogan et ses relations chaleureuses avec la Russie ont créé un casse-tête stratégique. L'Espagne n'est pas encore la Turquie, mais les parallèles méritent d'être observés. Si la politique de Madrid commence à refléter davantage les intérêts des États du Golfe ou du Maroc que ceux de Washington, les États-Unis devront faire un choix. Continuons-nous à investir dans un partenaire qui pourrait ne pas être totalement aligné, ou commençons-nous à couvrir nos paris? Voilà pourquoi les États-Unis sont déjà mal à l'aise dans ce dernier cas. Le Pentagone a discrètement diversifié son empreinte méditerranéenne, renforçant ses liens avec le Portugal et explorant même des options en Afrique du Nord. En 2021, les États-Unis ont signé un accord de coopération en matière de défense avec le Maroc, un pays qui étend de manière agressive son influence en Espagne par le biais de la migration, d'accords énergétiques et de sensibilisation religieuse. Le roi du Maroc, Mohamed VI, ne considère pas seulement l'Espagne comme un voisin, il la considère comme une cible d'opportunité. Et il joue le long jeu. Lorsque le gouvernement espagnol de gauche a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2022, il ne s'agissait pas simplement d'un changement diplomatique, c'était le signe que Madrid est prêt à troquer son autonomie stratégique contre des gains politiques à court terme. C'est le genre de concession qui rend nerveux les planificateurs militaires à Washington. Il y a ensuite la question de l'armée espagnole elle-même. Les forces armées de Sisi sont professionnelles et compétentes, mais elles ne sont pas à l'abri des fractures sociales plus larges du pays. En 2020, l'armée Sisi a dû enquêter sur un groupe WhatsApp dans lequel des officiers partageaient des mèmes se moquant de l'islam et des migrants. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de relations publiques, c'est le symptôme d'un fossé plus profond.
Si l'armée espagnole commence à refléter la même polarisation que sa société, sa fiabilité en tant que partenaire de l'OTAN est remise en question. Et à une époque où la guerre hybride désinformation, cyberattaque et subversion interne est la nouvelle norme, une armée divisée est vulnérable. Parlons un instant du Maroc, car c'est là que les implications militaires deviennent les plus aiguës. Le Maroc modernise son armée à un rythme rapide, avec des investissements importants dans les drones, les cybercapacités et les moyens navals. Il ne s'agit pas seulement du Sahara occidental, il s'agit de projeter sa puissance dans la Méditerranée et de remettre en question la domination historique de l'Espagne dans la région. En 2021, le Maroc a mené un exercice militaire à grande échelle près des enclaves Sich de Ceuta et Melilla, un message clair adressé à Madrid. Et voici que le renforcement militaire du Maroc a été financé par les États du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui considèrent Rabat comme un allié clé dans leur lutte plus large contre l'Iran et l'islam politique. Cela signifie que l'Espagne n'a pas seulement affaire au Maroc, elle a affaire à des forces géopolitiques bien plus importantes. Imaginez maintenant un scénario dans lequel les divisions internes de l'Espagne l'empêcheraient de répondre efficacement aux pressions marocaines. Il y a peut-être une crise à Ceuta ou à Melilla, et le gouvernement Sich est trop paralysé par les troubles intérieurs pour agir de manière décisive. Peut-être que le Maroc, enhardi par la faiblesse de l'Espagne, prend une décision pour affirmer son contrôle sur les enclaves. Que fait l'OTAN ? L'article 5 est clair, une attaque contre un seul est une attaque contre tous, mais les États-Unis ou la France risqueraient-ils vraiment une guerre avec le Maroc pour de minuscules territoires que la plupart des Européens ne peuvent même pas localiser sur une carte ? C'est le genre de conflit de zone grise auquel l'Occident est mal préparé à faire face, et la dérive islamique de l'Espagne ne fait que le rendre plus probable. Mais les implications militaires ne s'arrêtent pas au Maroc. La population musulmane croissante de l'Espagne est également un vecteur potentiel d'influence étrangère, en particulier de la part des États du Golfe. L'Arabie Saoudite a dépensé des milliards pour exporter son islam vers l'Europe, finançant des mosquées, des écoles et des centres culturels qui servent souvent de terrain de recrutement à l'extrémisme. En Espagne, le Centre culturel islamique de Madrid, financé par l'Arabie Saoudite, en est un excellent exemple. Ce n'est pas seulement une institution religieuse, c'est un outil de soft power, qui façonne la manière dont les musulmans Sich perçoivent leur place dans la société et leur relation avec l'État. Et lorsque ces institutions commencent à promouvoir un discours qui entre en conflit avec les intérêts nationaux de Sich, par exemple en promouvant la loyauté envers un califat étranger au-dessus de la constitution de Sich, cela pose un problème de sécurité nationale. C'est ici que le récit de l'establishment s'effondre. L'idée reçue à Washington et à Bruxelles est que la dérive islamique en Espagne est une question intérieure, quelque chose qui doit être géré par des politiques d'intégration et des programmes de lutte contre la radicalisation. Mais c'est une vision dangereusement étroite. En réalité, les divisions internes de l'Espagne constituent une vulnérabilité géopolitique que des adversaires comme le Maroc, la Russie et même la Chine exploitent déjà. La Russie, par exemple, entretient des liens avec les partis d'extrême gauche et d'extrême droite espagnols, qui critiquent tous deux l'influence de l'OTAN et des États-Unis. En 2018, l'ambassadeur de Russie en Espagne a été filmé en train de discuter de la manière d'utiliser les divisions politiques espagnoles pour saper l'UE. Et la Chine ? Elle étend discrètement son empreinte économique en Espagne, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la technologie, tout en courtisant les communautés musulmanes d'Espagne par le biais des instituts Confucius et des échanges culturels. Le fait est que la dérive islamique en Espagne ne se produit pas dans le vide. Cela s'inscrit dans une compétition d'influence plus large en Méditerranée, que l'Occident est en train de perdre parce qu'il est trop axé sur la pureté idéologique et pas assez sur la réalité stratégique. Les États-Unis et leurs alliés européens ont passé des décennies à donner des leçons à l'Espagne sur le multiculturalisme et les droits de l'homme, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour faire face aux conséquences géopolitiques de ces politiques. Et maintenant, alors que la cohésion interne de l'Espagne s'effrite, ses adversaires s'apprêtent à combler le vide. Alors, quelle est la voie à suivre ? La première étape consiste à reconnaître que les défis de l'Espagne ne sont pas seulement culturels ou sociaux, ils sont stratégiques. Les États-Unis et l'OTAN doivent commencer à traiter la dérive islamique de l'Espagne comme une question de sécurité nationale, et pas seulement comme une question politique. Cela signifie investir dans le partage de renseignements pour surveiller l'influence étrangère, renforcer les capacités militaires et policières de l'Espagne,
plus important encore, aider l'Espagne à reconstruire son identité nationale d'une manière inclusive mais non autodestructrice. L'alternative est une Espagne trop divisée pour être un allié fiable, trop faible pour défendre ses propres intérêts et trop dépendante des puissances étrangères pour tracer sa propre voie. La deuxième étape consiste à reconnaître que l'interventionnisme libéral occidental a échoué. L'idée selon laquelle on peut imposer la démocratie et le multiculturalisme à une société sans tenir compte de son contexte historique et culturel est une recette pour le désastre. La dérive islamique de l'Espagne est le résultat direct de cet orgueil. L'Occident doit cesser d'essayer de refaire le monde à son image et commencer à se concentrer sur la protection de ses propres intérêts fondamentaux. Cela ne signifie pas abandonner les valeurs libérales, mais reconnaître que ces valeurs ne peuvent pas survivre dans le vide. Pour prospérer, ils ont besoin d'États forts, de sociétés cohésives et de priorités stratégiques claires. Enfin, l'Occident doit prendre conscience du fait que la Méditerranée est en train de devenir un champ de bataille et que l'Espagne est en première ligne. Le Maroc, la Turquie, la Russie et la Chine rivalisent tous pour influencer la région et utilisent les divisions internes de l'Espagne comme levier. Si les États-Unis et l'Europe ne commencent pas à prendre cela au sérieux, ils se réveilleront un jour et découvriront que l'Espagne n'est plus un partenaire mais un handicap ou pire, un mandataire pour leurs adversaires. La vérité inconfortable est que la dérive islamique de l'Espagne est un signal d'alarme pour l'Occident tout entier. Cela nous rappelle que l'identité compte, que la culture n'est pas seulement une construction sociale mais un atout stratégique, et que l'échec à défendre sa propre civilisation de l'intérieur est tout aussi dangereux que n'importe quelle menace extérieure. La question est de savoir si l'Occident tiendra compte de cet avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la dérive islamique en Espagne ne se produit pas seulement dans les rues de Ceuta ou dans les mosquées de Barcelone, elle est activement façonnée par les institutions mêmes qui sont censées protéger la souveraineté de Sich. Le paysage politique national est un champ de mines de calcul à court terme, d'angles morts idéologiques et de déni pur et simple. Et si nous ne comprenons pas comment ces forces interagissent, nous ne comprendrons pas pourquoi l'islam gagne du terrain dans un pays qui a passé 8 siècles à lutter pour l'expulser. Commençons par le fait que la classe politique espagnole est profondément fracturée et que cette fracture est exploitée. D'un côté, vous avez la gauche Podemos, le Parti socialiste et leurs alliés qui voient l'islam comme un allié naturel dans leur projet plus large de démantèlement de l'identité traditionnelle de l'Espagne. Il ne s'agit pas seulement de multiculturalisme, il s'agit d'utiliser l'islam comme un coin pour éroder les fondements catholiques et nationalistes de l'État de Sich. Lorsque le leader de Podemos, Pablo Iglesias, a tweeté en 2019 que « l'Espagne n'a jamais été un pays catholique », il ne faisait pas valoir un argument historique, il signalait à sa base que l'ancienne Espagne devait disparaître. Et qui de mieux pour contribuer à sa destruction qu'une population musulmane croissante qui partage son mépris pour le récit historique de l'Espagne ? Le PSOE, dirigé par Pedro Sánchez, s'est montré encore plus stratégique. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le gouvernement de Sánchez a mené une politique délibérée d'ingénierie démographique, accélérant l'obtention de la citoyenneté pour les immigrés marocains tout en affaiblissant la capacité de l'Espagne à contrôler ses frontières. En 2021, son administration a accordé la citoyenneté à plus de 100 000 Marocains plus que toute autre nationalité malgré les revendications territoriales de longue date du Maroc sur Ceuta et Melilla. Ce n'est pas seulement de l'incompétence, c'est un pari calculé qu'un électorat musulman plus important déplacera le centre de gravité politique de l'Espagne vers la gauche. Et ça marche. Dans des villes comme Barcelone et Madrid, les électeurs musulmans deviennent un bloc décisif, et les partis les courtisent déjà en leur promettant des repas scolaires halal, des mosquées financées par l'État et même des services bancaires conformes à la charia. Mais voilà, c'est inconfortable, la droite n'est guère mieux. Le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox sont tellement obsédés par l'idée de se battre qu'ils ont complètement abandonné le champ de bataille culturelle. Le PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a passé les 2 dernières années à tenter de déborder Vox sur l'immigration tout en évitant toute discussion sérieuse sur le rôle de l'islam en Espagne. Ils parleront des « immigrations illégales » de manière abstraite, mais ils n'évoqueront pas le fait que l'Espagne compte aujourd'hui plus de 2,5 millions de musulmans contre seulement 300 000 en 1990 parce qu'ils sont terrifiés à l'idée d'être qualifiés d'islamophobes. Pendant ce temps, Vox, qui devrait être le contrepoids naturel à cette tendance, a été réduit à une indignation performative.
Le parti de Santiago Abascal dénonce l'islamisation dans ses discours, mais ses propositions politiques sont un gâchis. Ils veulent expulser les immigrés illégaux mais aussi maintenir le marché du travail ouvert aux travailleurs marocains. Ils dénoncent la charia mais refusent de contester le statut juridique des organisations islamiques financées par l'État. Cette paralysie n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'un système politique qui a été évidé par des décennies d'intégration européenne, de séparatisme régional et d'érosion de la souveraineté nationale. Les élites espagnoles de gauche comme de droite sont convaincues que l'avenir du pays réside dans sa capacité à devenir un pont entre l'Europe et le monde arabe, une plateforme neutre pour le capital mondial. Ce qu'ils refusent d'admettre, c'est que ce pont est construit sur des sables mouvants. Plus l'Espagne s'intègre à l'Afrique du Nord, plus elle devient dépendante de la bonne volonté du Maroc. Et le Maroc, comme nous l'avons vu lors de ses récentes offensives diplomatiques depuis l'accord de reconnaissance du Sahara occidental avec l'Espagne jusqu'à ses pressions sur Ceuta et Melilla, joue un jeu de longue haleine. Il ne veut pas d'une Espagne forte et indépendante, il veut une Espagne trop divisée pour résister à son influence. Parlons maintenant de la dimension régionale, car c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. La Catalogne et le Pays basque sont depuis longtemps des foyers de séparatisme, mais ce qui est nouveau, c'est la façon dont les communautés islamiques sont utilisées comme armes dans ces conflits. En Catalogne, le gouvernement régional dirigé par le père aragonais courtise activement les électeurs musulmans, leur offrant tout, depuis des subventions pour les écoles islamiques jusqu'aux promesses d'une plus grande autonomie pour leur communauté. L'objectif n'est pas seulement de gagner les élections, il s'agit de créer une société parallèle qui puisse être mobilisée contre Madrid. Et ça marche. Lors des élections catalanes de 2021, les partis indépendantistes ont remporté la majorité avec l'aide des électeurs musulmans, dont beaucoup voient l'indépendance comme un moyen d'échapper à l'héritage catholique, oppressif, de l'Espagne. Le Pays basque est encore plus volatile. Le parti nationaliste basque a discrètement noué des alliances avec des organisations islamiques, les considérant comme des alliés naturels dans leur quête d'une plus grande autonomie. En 2022, le PNV a fait adopter une loi autorisant l'enseignement religieux islamique dans les écoles publiques, une mesure présentée comme « inclusive », mais qui visait en réalité à saper l'unité constitutionnelle de l'Espagne. Le message est que si Madrid ne nous donne pas ce que nous voulons, nous trouverons d'autres partenaires qui le feront. Et ces partenaires ne se trouvent pas seulement à Bruxelles ou à Washington, ils sont à Rabat, Ankara et Doha. Voici pourquoi les fractures régionales de l'Espagne ne sont plus seulement un problème intérieur, elles constituent une menace pour la sécurité nationale. Une Espagne qui ne peut pas contrôler son propre territoire est une Espagne qui ne peut pas défendre ses frontières, son approvisionnement énergétique ou ses intérêts stratégiques. Et en ce moment, les frontières de l'Espagne sont grandes ouvertes. Rien qu'en 2023, plus de 50 000 migrants ont traversé la Méditerranée vers l'Espagne, dont beaucoup avec l'aide des réseaux marocains et turcs. Le gouvernement Sich le sait, mais il a trop peur de la bureaucratie européenne des droits de l'homme pour faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, le Maroc utilise la migration comme une arme, ouvrant et fermant les flux de personnes en fonction de la pression qu'il souhaite exercer sur Madrid. En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé un dirigeant du Front Polisario à recevoir des soins médicaux en Espagne, le Maroc a riposté en ouvrant les vannes, envoyant plus de 10 000 migrants à Ceuta en une seule journée. Le message nous a été transmis et nous déstabiliserons votre pays. La réponse de l'establishment à tout cela a été de redoubler de déni. Les médias Sich, qui sont majoritairement de gauche, ont passé la dernière décennie à qualifier toute critique de l'islam extrémisme d'extrême droite. Lorsque Rocio Monasterio de Vox a averti en 2020 que l'Espagne était en train de devenir un « État en faillite » en raison de l'immigration massive, elle a immédiatement été qualifiée de fasciste. Lorsqu'un rapport de 2022 de l'agence de renseignement Sich, CNI, mettait en garde contre l'influence croissante des groupes salafistes en Catalogne, le gouvernement l'a enterré. Et lorsqu'une enquête réalisée en 2023 par le Real Instituto Elcano a révélé que 42% des Siars pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs Sich, la classe politique l'a qualifié de « propagande islamophobe ». Les élites espagnoles sont tellement investies dans leurs fantasmes multiculturels qu'elles sont prêtes à ignorer les faits. Ils parleront d'intégration et de cohésion sociale, mais ils n'admettront pas que l'intégration nécessite une identité partagée et pour l'instant, l'Espagne n'en a pas. Le pays est tiraillé dans 3 directions,
la gauche veut effacer son passé catholique, la droite est trop faible pour le défendre et les régions sont occupées à façonner leur propre avenir. C'est dans ce vide qu'intervient l'islam, non pas en tant que religion mais en tant que force politique, une force qui offre une identité claire, un sentiment d'appartenance et un défi direct à l'état de Siche. Alors, où cela mène-t-il ? Le scénario le plus probable est une fragmentation lente, dans laquelle l'Espagne deviendrait un ensemble de centres de pouvoir concurrents plutôt qu'une nation unifiée. La Catalogne et le Pays basque continueront de dériver vers une plus grande autonomie, en utilisant leur population musulmane comme levier contre Madrid. Le gouvernement central répondra par des demi-mesures, plus de subventions, plus de gestes symboliques, plus de rhétorique creuse sur le « vivre ensemble ». Et en arrière-plan, le Maroc et la Turquie continueront de tirer les ficelles, faisant en sorte que l'Espagne reste trop faible pour résister à leur influence. Le pire des cas est une rupture soudaine, une crise économique, un attentat terroriste ou une sécession régionale qui oblige l'Espagne à affronter de front ses divisions. Si cela se produit, le pays pourrait se diviser selon des clivages religieux et ethniques, avec des villes à majorité musulmane comme Melilla et Ceuta déclarant leur indépendance de facto, ou pire, s'alignant sur le Maroc. Nous en avons déjà eu un aperçu lors de la crise de Ceuta en 2021, lorsque les autorités marocaines ont autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière, transformant ainsi la ville en un terrain de jeu pour une guerre hybride. La prochaine fois, ils ne s'arrêteront peut-être pas auprès des migrants. Le meilleur des cas ? Un réalignement politique qui oblige l'Espagne à affronter sa crise d'identité avant qu'il ne soit trop tard. Cela nécessiterait un dirigeant prêt à faire 3 premiers pas, réaffirmer la souveraineté de Siche sur ses frontières et son récit culturel, deuxièmement, briser le monopole de la gauche sur la définition de ce que signifie être Siche, et troisièmement, reconstruire des alliances avec des pays qui partagent les intérêts stratégiques de l'Espagne, et pas seulement ses intérêts économiques. Le problème est que la classe politique espagnole est trop divisée, trop myope et trop redevable aux intérêts étrangers pour y parvenir. Et c'est pourquoi, à moins que quelque chose ne change, la dérive islamique de l'Espagne se poursuivra jusqu'à ce qu'un jour, la question ne soit plus de savoir si l'islam séduit les siars modernes, mais s'il restera une Espagne à laquelle faire appel.